Quand on est confiné finalement, est-ce qu'il n'y a pas mieux que la lecture pour s'évader? Aujourd'hui on parle d'un roman graphique hyper cool, Queenie, la marraine, non, la reine de Harlem. S'évader ça veut dire buller, ça tombe bien. Je suis Michael Rock, et t'es dans la Casa Bulle. Notre incontournable du mois, c'est Queenie, le premier roman graphique d'Elisabeth Colomba et d'Aurélie Lévy. Il faut que je vous parle d'Elisabeth Colomba. Elle est peintre, elle est d'origine martiniquaise, elle vit à New York. Elle s'intéresse à la représentation de la personne noire à travers l'histoire de la peinture. Elle peint des femmes noires pour lutter contre leur effacement dans l'art du 19e siècle. Et quand elle rencontre Stéphanie Sinclair, Queenie, la gangster de Harlem, eh bien ça match. Vous connaissez Al Capone, vous connaissez sûrement Lucky Luciano, mais dans la grande famille de la mafia américaine, il vous manque certainement cette carte-là. C'est un biopic rondement mené, tout en noir et blanc, avec quelques prises de risque dans sa narration pour nous permettre de bien saisir toutes les références. Ça fonctionne, ça nous divertit, c'est une très agréable surprise et sur l'échelle de la Bulle d'Or, ça vaut la vache. Carrément, carrément. On a vu que dans les commentaires de la dernière vidéo, plusieurs d'entre vous, amis bulleurs et amis bulleuses, nous avaient conseillé Tokyo Revengers. Bon, je sais pas si vous nous avez dévalisé, mais on a dû en recommander quelques-uns pour pouvoir les découvrir avec vous. Hashtag la hâte. Hashtag m'empresser. En attendant, vu que tu peux pas trop bouger de chez toi en ce moment, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Ce mois-ci, on a lu le dernier Lucky Luke. Bien marrant de retrouver le cow-boy le plus célèbre de l'Ouest. Sa tête est mise à prix dans tous les sens du terme, parce qu'en plus de chasseurs de primes qui lui collent au train, ce sont trois sœurs qui essayent de mettre la main sur son petit cœur solitaire. On a aussi lu et on vous conseille Réfugiés climatiques et castagnettes. Ça fait l'effet d'une bombe, le dérèglement climatique fait des ravages en Europe, entre montée des eaux, incendie, inondation, et un pauvre petit Parisien se retrouve obligé d'héberger chez lui une pauvre mamie espagnole. Ça nous fait prendre du recul dans cette société où le repli sur soi devient une norme dangereuse. Ça fait remonter de vieux réflexes bien racistes, bien risibles, que cette BD illustre parfaitement. C'est un premier tome, du coup il va falloir suivre pour voir un petit peu comment ça se démêle. Et puis pour nos bouchous, nos timamai, Georges et la petite fée créole. C'est un joli conte, haut en couleur et très éclairant pour l'enfant dans la construction de son estime de soi. Est-ce qu'on a le droit de faire des bêtises? Et en parlant de bêtises, j'ai imprimé mon attestation, elle est là. J'ai pas coché la bonne case. Mais la librairie reste ouverte pendant le confinement. La lecture est essentielle. Ce mois-ci, on a eu l'occasion de rencontrer Malcolm Ferdinand. Je vous avais dit qu'on lui parlerait, on lui a posé quelques questions sur son rapport à l'écologie et pourquoi on a besoin de la penser autrement, c'est-à-dire à partir d'ici, en Martinique. Ok, donc deux questions simples. Merci Malcolm d'être venu ici nous rencontrer, c'est un énorme plaisir. Je comprends qu'on puisse s'intéresser à l'écologie, mais quel constat et quel chemin t'as pris pour en venir à l'écologie décoloniale? Tu avais dit des questions simples. J'ai grandi en Martinique et dès tout jeune, on va dire, j'étais déjà sensibilisé à un ensemble de problématiques écologiques. L'île, en tant qu'espace, en tout cas terrestre clos, indique un ensemble de limites où les impacts de quelques déboisements vont être beaucoup plus visibles. Donc ça a été un premier point de départ, une première branche de sensibilisation aux effets de l'urbanisation, aux effets de la déforestation sur l'île. Deuxième point a été plutôt mon expérience, ou mes expériences ailleurs, donc notamment en Europe, où quand je me suis intéressé à la question écologique, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan de l'histoire de la modernité qui était exclu. Le pan qui est
qui nous est connu ici en Martinique, à savoir l'héritage de la colonisation, l'héritage de l'esclavage, et surtout comment on gère cet héritage, comment on fait pour ce que j'appelle faire monde au sortir de la colonisation et de l'esclavage. Et cette réflexion était complètement absente des cercles écologistes dans les pays du Nord, qu'il s'agisse des cercles universitaires, avec des penseurs, des chercheurs, mais aussi absent des discussions qui se déployaient dans les associations militantes, etc. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il y a ce que j'appelle une double fracture, où soit des personnes vont s'intéresser à la question écologique, mais beaucoup moins à l'héritage colonial, à la question de l'esclavage, la question du racisme, la question des discriminations. Soit on va s'intéresser, on va lutter pour une forme de justice sociale contre les discriminations raciales, et peut-être on va minorer l'enjeu, on va dire, écologique du monde. Cette fracture ne permet pas une pensée complète du monde, et comment on peut les penser ensemble. Et c'est de là que vient cette idée d'une écologie décoloniale, une écologie qui ne cherche pas uniquement à préserver les écosystèmes, ce qui est très important, mais qui cherche aussi à aller vers une forme de justice sociale, une forme d'égalité, vers une forme de réaffirmation de la dignité de tous les êtres à vivre sur Terre. La décolonialité, on va dire, est quelque chose de différent de la seule tâche de décolonisation. D'un côté, il y a une critique de tout cet ensemble politique et théorique du mouvement vert, du mouvement de l'écologie, une critique qui finalement dit, vous avez oublié un pan. On va par exemple célébrer les pratiques dites plus écologistes de certains peuples autochtones, qu'on soit dans l'Amazonie, qu'on soit en Australie, mais dans le même moment, on va occulter l'histoire coloniale qui fait que ces peuples-là sont aujourd'hui dans des situations sociales extrêmement difficiles. À partir du moment où on joint ces deux bouts, qu'est-ce qui est possible ? Comment peut-on repenser la question écologique dès lors qu'on ne exclut pas une partie de l'humanité, mais qu'on dit, en fait, la tâche est bien celle de fonder un monde qui vaille la peine d'être vécu, indistinctement de toute affiliation ou appartenance, mais de sorte que tout le monde puisse trouver une place. Comment tu vois cet apport de ta réflexion, de tes recherches, dans la société caribéenne? Qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter éventuellement concrètement, de manière anticipative ou prospective? L'apport que je propose s'appuie sur des apports qui me dépassent et qui étaient là bien avant moi. Donc dans mon livre, par exemple, je fais référence à beaucoup d'auteurs, d'autrices, d'artistes caribéens avec qui je pense et que je considère comme des compagnons de pensée. Et je crois que ce que j'essaie de faire, c'est contribuer à cultiver un regard critique pour inciter à poser un certain nombre de questions. Est-ce que telle politique environnementale, qu'est-ce qu'elle permet en termes de relations sociales? Qu'est-ce qu'elle permet en termes de relations à l'histoire, à la culture? Une façon de questionner le monde, et des questions qui, pour moi, vont permettre de cultiver l'esprit critique et de favoriser l'émergence de solutions ici et ailleurs. Même si, en tant que société caribéenne au pluriel, nous sommes dans une position d'inégalité par rapport aux grands changements globaux. Le réchauffement climatique, on n'est pas ceux qui produisent le plus de gaz à effet de serre, mais on est parmi la région qui va avoir le plus de conséquences liées à ce réchauffement climatique. Pour autant, nous avons des solutions à inventer par nous-mêmes. Et l'éducation et la recherche ont leur rôle à jouer dans cela. Merci Malcolm de nous avoir consacré quelques minutes, le temps que tu fasses tes petites dédicaces en librairie. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Et merci à toi de nous soutenir en ces temps difficiles. Et oui, c'est chaud. Et oui, on transpire. Ouh.